C'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire d'État démissionnaire chargé de la ville et de la citoyenneté. Je vous demande d'abord votre réaction. On a vu des réactions dans le monde entier suite à l'élimination confirmée de l'île de chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Quelle est votre réaction, vous, ce matin? On sait que c'était l'une des cibles principales d'Israël après les attaques du 7 octobre. Écoutez, ma réaction n'est rien d'autre que celle d'un pays, Israël, une grande démocratie qui se défend. Et je ne sais pas dans quelle mesure on va avoir des conséquences à court et à moyen terme. Ça, je pense que c'est ce qui va arriver. Et j'écoutais juste avant Georges Malbruno et je vois bien qu'on va rentrer dans une phase de tension extrême, mais voilà, c'est ne jamais oublier ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, hein. Un massacre, un groupe terroriste qui commet des attentats d'une horreur absolue, inqualifiable. Moi, j'arrive même plus à trouver les mots. Et de l'autre côté aussi, un peuple palestinien qui est pris pour bouclier humain par le Hamas. Il faut toujours le rappeler, avec, il me semble, près de 40 000 morts, auxquels, pareil, on pense tous les jours. Donc c'est une situation très complexe, très difficile, et surtout penser aux populations civiles qui subissent les bombes, qui subissent qui subissent ces guerres. Est-ce que vous craignez un embrasement dans la région, alors que, on le rappelle, la France est alliée d'Israël et sera impliquée de près ou de loin dans un potentiel embrasement au Proche-Orient? On l'a vu en avril dernier, lorsque non seulement les pays arabes sunnites, mais également la France sont venus en aide à Israël contre cette attaque de l'Iran, qui avait envoyé plus de 300 missiles et drones sur Israël. Oui, mais à la fois la France a toujours tenu son rang. Le président de la République l'a rappelé plusieurs fois, la solution à deux États, en disant que ce n'était pas le moment, tant que la région est embrasée, ce n'était pas le moment de la reconnaissance de l'État de Palestine, alors que moi je suis toujours sur cette ligne, en réalité très française dans notre diplomatie et dans notre histoire. La solution à deux États a toujours été la ligne. Le président de la République a souvent raison de rappeler que pour l'instant les conditions ne sont pas réunies, mais si vous me parlez, même moi en tant que citoyenne, au-delà même de ma fonction de ministre, de dire souhaiter la paix. La réalité, c'est que il faut tout de suite trouver un chemin, il faut mettre tous les moyens pour trouver un chemin vers la paix. Que tout le monde, que les pays arabes jouent aussi leur rôle. Parce qu'on en attend beaucoup. Je trouve, moi j'ai vécu quelques années dans un pays du Maghreb, au Maroc, et je trouve qu'on est toujours on attend toujours beaucoup plus des pays occidentaux, là où on en attend parfois beaucoup moins des pays arabes eux-mêmes, qui doivent s'impliquer, non pas à être dans tel ou tel camp, mais à trouver le chemin de la paix. Alors, retour à la politique française. Emmanuel Macron, on le sait, est parti prendre l'air à Brégançon. Il profite de la trêve politique qu'il a lui-même décrétée pour mûrir son plan pour Matignon. Il s'est donné, on le rappelle, jusqu'à mi-août pour nommer un Premier ministre capable de composer avec cette Assemblée nationale pour le moins disparate. Est-ce que vous savez si sa réflexion avance ? Écoutez, je ne sais pas, puisque je ne lui ai pas posé la question, sans quoi j'aurais peut-être pu avoir une réponse, mais non, je pense que les décisions se prennent en temps voulu. Le président de la République l'a annoncé, il a annoncé une trêve olympique, et regardez l'engouement pour les JO. Je pense que les Jeux olympiques et paralympiques, 85% des Français se disent très satisfaits de cette magnifique cérémonie. Paris a été quand même regardé par le monde entier. C'est une Marseillaise qui vous dit que Paris est la plus belle ville du monde, et je le confirme, on a été regardé par la presse internationale qui a été dithyrambique. La presse internationale nous épargne peu. Et là, regardez, on va du New York Times en passant par la presse anglaise, par The Guardian. On a été censuré dans quelques pays. Oui, mais vous savez, il y a toujours des esprits chagrins quand je vois les commentaires de Trump. Enfin, moi, je suis plutôt rassurée que l'ancien président Trump n'ait pas aimé certains tableaux de Thomas Joly. Donc ça me va. Moi, ça me va. À la fois, on est dans un moment politique, et c'est vrai, assez complexe, mais après tout, les Français ont voté pour avoir cet hémicycle. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très normal, de très pragmatique. Les Français ont voté, leur vote
on le regarde de manière très simple et très, à la limite, il ne faut pas prendre de décisions à chaud. De toute façon, les décisions politiques prises à chaud sont souvent de mauvaises décisions. Je pense que le président de la République a eu raison de se laisser le temps de choisir un Premier ministre, ce même Premier ministre qui proposera un gouvernement au président de la République et qui sera ou non accepté par le président de la République. Donc, vous savez, à la fois, la responsabilité qui pèse sur les épaules du président, c'est sans commune mesure avec ce que nous tous, même autour de ce plateau, nous vivons. Donc on va le laisser tranquillement. Il faut laisser le président aussi prendre un peu de recul, de repos et revenir. Il a dit lui-même. Oui, il travaille, Emmanuel Macron. C'est qu'il travaille toujours, même quand il est à Brégançon. On lit dans les colonnes de confrères du Monde que Emmanuel Macron cherche un homme, une femme consensuelle qui plaise à la gauche comme à la droite, tout en offrant, je cite, un parfum de cohabitation, dit l'Élysée. De quel type de profil parle-t-on? Parce qu'il y a un profil qui a été proposé par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, mais visiblement, il ne satisfait pas Emmanuel Macron. Donc quel type de profil veut le président de la République? Vous savez, il faut quelqu'un, puisqu'on parle d'un esprit et d'un parfum de coalition. J'ai été dans cet hémicycle, j'ai été élue en 2022 et j'ai été nommée ministre un an après. La réalité, c'est qu'on doit pouvoir trouver on va dire une espèce de coalition qui réunit des profils de gauche qui sont capables de faire des pas vers le centre et des profils de droite qui soient aussi capables de faire des pas vers le centre et de pouvoir gouverner, pas pour se faire plaisir. Comment est-ce qu'on change la vie des Français ? Aussi en fonction de ce qu'ils ont voté. Toujours se rappeler, en fonction de ce qu'ils ont voté. En fonction de ce qu'ils ont voté, et aussi cette coalition, on a vu hier un pacte qui a été proposé par Gabriel. Vous l'avez lu? Oui, absolument. Les 6 points, oui, bien sûr. Vous avez trouvé que c'était de nature à, d'une part, que c'était nouveau? Est-ce que vous avez trouvé des nouveautés? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que c'est de nature à rassembler, comme vous dites, des gens de gauche et de droite? Franchement. Alors, écoutez, quand vous parlez du logement, alors je vais vous dire... Alors, pointez-moi les nouveautés dans ce texte. Alors, il n'y a pas besoin de nouveautés. On ne gouverne pas pour faire de la nouveauté, on ne gouverne pas pour être inédit, on gouverne pour se dire comment est-ce qu'on règle les problèmes du quotidien des gens, des Français. C'est ça la réalité. Donc quand il parle du logement, bien sûr qu'on a un énorme point noir qui sont les taux qui remontent. Nous ne construisons pas assez de logements sociaux et croyez-moi que sur les politiques de la ville, j'en sais quelque chose. Comment est-ce qu'à un moment donné, sur les copropriétés dégradées, une loi est passée, la loi de mon collègue Kasbarian est passée, mais tout ça, il faut du temps pour le mettre en place. Vous savez, vous ne construisez pas du logement, par exemple, en 3 jours, vous le savez mieux que moi. Donc de la nouveauté, non, mais du concret, oui. Le pacte, c'est sur la sécurité, sur la justice. Vous voyez bien que sur la justice des mineurs, les Français nous demandent beaucoup plus de fermeté. Sur la transition écologique, vous voyez bien qu'on a besoin d'une espèce de justice écologique aussi, mais il faut du temps pour pouvoir le mettre en place. Tous dans ce document, on l'a tous lu. Oui. Enfin, nous, on l'a lu. Je ne sais pas si les Français l'ont lu beaucoup parce que c'est pas forcément passionnant. Mais quelles sont les natures c'est ce que vous venez de dire. De toute façon, vous reprenez pour l'essentiel des choses qui ont déjà été dites. Comment est-ce que, avec ce texte-là, vous pensez pouvoir séduire les gens, les amis de Laurent Wauquiez, par exemple? Quand on parle, par exemple, de sécurité, puisque on va dire que c'est plutôt le sujet dont ils se sont emparés. Et la justice. Je reviens sur, par exemple, la justice des mineurs qui a été, vous le savez, ce ne sont pas des faits divers, mais des drames qui ont eu lieu assez récemment en France et depuis, vous savez, qui égrènent tous les mois. Les gens ne supportent plus une chose. Par exemple, la délinquance du quotidien. J'ai porté la prévention de la délinquance avec un grand Beauvau qui n'était que la restitution, mais des mesures ont été mises en place. Et j'ai entendu quoi dans les 31 conseils nationaux de la refondation que j'ai menés dans 31 préfectures différentes. C'est que les gens ne supportent plus d'avoir de l'impunité. Au-delà du sentiment et de l'insécurité qui est souvent vécue réellement par les Françaises et les Français, c'est de vous dire on ne supporte plus cette impunité, c'est-à-dire un jeune qui est arrêté, qui a commis un délit grave et on le voit dehors 48 heures après. Comment est-ce qu'on règle ça? Donc là, par exemple, je trouve qu'on peut essayer de trouver un consensus, un terrain d'entente sur ce sujet de la justice des mineurs, puisque c'est quand même le sujet lors de ma campagne, il y a encore quelques semaines, dont on me parlait le plus. Donc, comment est-ce qu'on trouve des consensus? En discutant, en se posant, en disant, pas comment, encore une fois, on se fait plaisir et comment on se distribue des postes, c'est comment est-ce que vous changez le quotidien de Françaises et de Français qui vous envoient un message avec 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National. Et là, je vous dis,
Si on n'est pas capable de se dire les choses, quand les gens vous parlent par exemple des OQTF, des obligations de quitter le territoire, mais qu'il faut appliquer, mais vous répondez, mais de l'autre côté, s'il n'y a pas un travail diplomatique pour obtenir des laissez-passer consulaires, comme le fait Gérald Darmanin, avec qui Gabriel Attal essaye de construire des coalitions? Alors on dit que avec ce pacte d'action, il veut travailler avec d'autres forces politiques, je cite, sans compromission avec les extrêmes, pour travailler à un pacte législatif commun. Bon, on a le sentiment d'avoir déjà entendu ça du côté de Laurent Wauquiez, mais bref, sans les extrêmes, ça veut dire que vous avez encore aujourd'hui, malgré les efforts récents du Nouveau Front Populaire qui a réussi à trouver un nom pour Matignon, vous avez encore espoir aujourd'hui de parvenir à séparer le Nouveau Front Populaire de LFI et de ramener avec vous une partie de la gauche, les socialistes? Regardez, votre question est passionnante parce que au lendemain des élections, il était tout à fait facile pour le Nouveau Front Populaire puisqu'ils ont proclamé leur victoire. Chacun de son côté. Olivier Faure l'a fait de son côté, Jean-Luc Mélenchon l'a fait de son côté, et Marine Tondelier l'a fait de son côté. Ils ont proclamé, ils ont gagné. Ils ont gagné. Le Nouveau Front Populaire a fait le plus grand nombre, bien sûr, le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Mais si vous les prenez de manière distincte, regardez comment ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un nom. Et tellement ils en sont arrivés à aller chercher quelqu'un qui n'a pas été élu avec eux, c'est-à-dire dans ce Nouveau Front Populaire, et ils mettent des semaines. Vous pensez vraiment que s'ils avaient envie d'accéder au pouvoir, d'accéder aux responsabilités, et ça veut dire d'être comptable devant les Français, pensez vraiment sincèrement, vous ne trouvez pas que vous avez mauvaise grâce à faire ce procès-là au Non, je ne leur fais pas de procès, je vous dis juste que c'était peut-être l'occasion. Non, je ne dis pas ça. Je dis que c'était l'occasion pour eux, au lendemain des élections. Vous savez, moi je me suis retirée le soir du premier tour, en faveur de la candidate NFP qui a fini devant moi, deuxième derrière le Rassemblement National dans ma circonscription de Marseille. Donc moi je ne fais des procès à personne, je vous dis juste que là il s'agit de prendre des responsabilités et d'exercer le pouvoir. C'est pas la même chose que de raconter n'importe quoi et de vendre des choses ils savent parfaitement que beaucoup de leurs mesures ne sont pas applicables. Vous le savez mieux que moi, vous êtes quand même des le constat c'est qu'il y a une alliance de gauche. On voit bien qu'aujourd'hui, alors il y a le proposition de Gabriel Attal, il y a un groupe Renaissance et il y a de toute façon des députés de droite qui ont dit qu'ils ne feraient pas de coalition. Je crois que Gabriel Attal et Laurent Wauquiez se sont parlé ces jours derniers et que Laurent Wauquiez a répété à Gabriel Attal qu'il ne participerait pas à une coalition. Donc vous êtes dans une impasse. Alors écoutez, si vous considérez que tout est impasse et qu'il n'y a jamais de solution à rien, que la vérité d'aujourd'hui sera celle du mois de septembre, celle du mois d'octobre, et on peut continuer comme ça à l'infini jusqu'à l'année prochaine. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois vraiment à la discussion, au consensus, que parfois on peut changer d'avis. Moi, j'ai moi-même changé d'avis, j'ai changé de position parce qu'on a réussi à me convaincre sur tel ou tel sujet. Je reviens sur des sujets, par exemple, qui me sont chers et que j'ai eu et que je traite au sein de mon ministère, par exemple la prévention de la délinquance. Je n'avais pas une position aussi dure et aussi ferme sur la justice des mineurs et j'ai bougé un peu parce que je me suis rendu compte que les parents eux-mêmes de ces enfants délinquants vous demandaient plus de fermeté. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je souhaite pour notre pays, moi je souhaite rien pour moi-même, je ne souhaite rien pour les uns ou les autres, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de où est-ce qu'on veut emmener le pays et que si le NFP avait réellement le souhait, l'envie, la capacité, et ils l'avaient, puisqu'au lendemain, encore une fois, des élections, ils avaient cette possibilité. Ils ne se sont entendus sur aucun nom. Ils se sont quand même au final entendus sur un nom, Lucie Castet pour Matignon. Il y a des voix au sein de l'aile gauche de la Macronie, comme celle de l'eurodéputé Pascal Canfin, qui signale que pour bâtir une coalition, il faut d'abord appeler le parti arrivé en tête de l'élection, tendre la main à d'éventuels partenaires. Donc le ministre démissionnaire des Transports, lui aussi, Patrice Vergrit, suggère de faire un geste et d'accepter de rencontrer Lucie Castet. C'est ce qu'il suggère à Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, moi, vous savez, je ne suis pas... Vous n'êtes pas sur la même ligne que votre collègue? Non, je vais vous dire, c'est pas une histoire d'être ou pas sur la même ligne. Patrice Vergrit, avec qui j'échange énormément, et tout le monde ne peut être d'accord sur tout. Non, on s'entend très très bien sur beaucoup de sujets. Mais moi, je pense que ce n'est pas le rôle d'un ministre de dire au président de la République, vous devriez plutôt faire ceci ou faire cela, monsieur le président de la République. Je pense que si chacun reste à sa place, vous savez, rester à sa place, c'est important, de tenir son rang. On est ministre, moi je ne suis pas conseillère du président de la République. Donc si le président de la République, pour l'instant, a considéré qu'il n'avait pas, qu'il ne souhaitait pas, pour l'instant, ou la rencontrer, ou ne serait-ce que l'appeler, je ne commente ni les décisions du président de la République, parce qu'il les prend, je le dis toujours, en son âme et conscience, et que ce n'est pas le rôle d'une ou d'un ministre de donner son avis sur la possibilité de rencontrer une telle ou un tel. Alors, donnez-nous au moins votre avis, vous, pour le coup. Xavier Bertrand?
J'ai donné mon avis sur l'homme, mais parce que je le connais. Enfin, vous me permettez. Vous pensez que c'est un bon candidat pour Matignon? Non, je ne sais pas si c'est un bon candidat pour Matignon, mais ce que je sais, c'est que je sais le travail qu'il a fait dans sa région. Je le disais encore hier chez vos confrères, sur les industries créatives. C'est un grand républicain, je le répète. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire, et c'est quelqu'un avec qui, moi, j'ai un point commun, je veux le plus grand bien pour mon pays. Voilà ce que je souhaite. Une dernière question, je voulais évoquer la Cour des comptes. Voilà le point, pardon, que je partage notamment avec Xavier Bertrand. La Cour des comptes qui épingle l'Élysée pour ses dépenses de voyage et de réception, qui fait état de 8 millions d'euros de déficit de la présidence de la République en 2024. Est-ce que l'Élysée a dépensé sans compter? Non, l'Élysée ne dépense pas sans compter. En revanche, je pense que quand vous donnez des chiffres comme ça, c'est-à-dire sans explication, ce ne sont pas des détails, puisqu'on parle d'argent public et on parle de dépenses qui relèvent donc du président de la République, qui parle de réception, de dîner officiel, de réception de grands chefs d'État. Le président de la République est quand même celui qui a la lourde charge de représenter son pays à l'international. Et quand nous recevons des chefs d'État, et quand nous recevons par exemple le roi Charles, nous devons, parce que nous sommes français, que nous savons accueillir, nous devons les recevoir comme il se doit. Donc ces dépenses sont très liées quand même à l'actualité internationale qui a été celle de 2023 et jusqu'à maintenant, et que l'Élysée a quand même précisé quelque chose, quitte à être précis, qu'en termes de trésorerie, ils avaient compensé avec aussi notamment les ventes des objets de l'Élysée. Donc évidemment, l'Élysée, comme les ministères, doivent avoir bien sûr une rigueur en termes de dépenses et rendre des comptes. C'est aussi tout à fait normal, ce que les Français attendent de nous. Merci beaucoup Sabrina Agresti-Roubache d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.